Ceci, chers amis, est un cours indispensable, un cours sur les modaux en anglais, appelé aussi auxiliaires de modalité. Vous devez les maîtriser, ils sont essentiels pour parler en anglais, pour comprendre l'anglais et bien sûr pour l'écrire et source de nombreuses erreurs et pourtant ils sont assez simples. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils expriment tout un tas de modalités. C'est pour ça qu'ils s'appellent modaux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils vont modeler la phrase. Et pour certains, vous avez la possibilité, par exemple, d'exprimer la permission et la probabilité en même temps. Et en plus, vous allez avoir non seulement un modal pour exprimer par exemple, la permission, mais un deuxième et un troisième. Donc, ils se recoupent, mais on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Et pourtant, vous allez voir, c'est assez simple. Ils permettent d'exprimer la possibilité, l'obligation, la capacité, je peux faire quelque chose, vous devez faire quelque chose, l'obligation, la nécessité, je dois, l'autorisation, tu peux, l'interdiction, vous n'avez pas le droit, la suggestion, tu pourrais, tu devrais, la déduction, il se peut que, il risque de, et la certitude, il va se passer, par exemple, telle ou telle chose. Et bonne nouvelle, et c'est pour ça que je vous disais que c'était assez simple, c'est que après en fait les modaux, vous avez seulement la base verbale. Donc qu'est-ce que c'est la base verbale? Par exemple, vous prenez le verbe to do et derrière, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez le to, vous mettez votre modal, par exemple I can, et vous mettez simplement, vous insérez le do. So for example, I can do it. Je peux le faire. Et ça tombe bien parce que can, c'est notre premier modal. Et vous connaissez sa forme passée, could. Pouvoir, pouvait donc au passé. Donc ça, c'est pour la capacité. Je sais nager, par exemple. I can swim. La possibilité, la permission et le demande poli. Donc ça sera avec could. Mais aussi, évidemment, puisque vous pouvez les mettre à la forme négative, pour l'incapacité, I cannot do it, ok? Cannot, can't, ce sont vos deux formes négatives de can, ok? Puisque pour could, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera could not, bien évidemment. Donc, regardons les exemples en détail si vous le voulez bien, chers amis. Sachez que de toute façon, vous pouvez télécharger tout ce cours en cliquant sur le i. En haut à droite, vous avez aussi un exercice, un quiz d'application. Donc, vous cliquez sur le i et si vous êtes sur mobile, vous avez non pas le i, mais vous avez le lien pour récupérer donc tout le PDF et faire le quiz dans la description juste en dessous. So, comme je vous le disais, could, c'est la forme de can au passé. Donc, en forme négative, c'est could not, couldn't. Okay? So, I can use this computer. Je sais utiliser cet ordinateur. OK? Donc, je sais faire. Donc, là, on est vraiment dans la capacité. I think I could do it if I had more money. Je pense que je pourrais le faire si j'avais plus d'argent. OK? I think I could. Donc, là, on a notre passé. If I had. OK? Si j'avais. OK? Si j'avais plus d'argent. C'est comme en français en fait. Je pense que je pourrais le faire. On a notre conditionnel, pardon, excusez-moi. Si j'avais plus d'argent, ok? Je pense que je pourrais le faire si j'avais plus d'argent. I think I could do it if I had more money. Celle-ci, comme il y a une concordance de temps et c'est une phrase complexe, hein, c'est-à-dire qu'on a deux groupes verbaux, on a je pense que, si, ok, vous pouvez la prendre par cœur, la noter directement dans votre cahier d'apprentissage parce que le but du jeu c'est d'avoir des automatismes. Ok? So, could you please close the door? Could you please close the door? Donc là, on utilise notre modal pour une demande polie et ce qui se cache derrière là, c'est pourrais-tu fermer la porte? S'il te plaît, d'accord? So, could you please close the door? Au lieu de dire can you please close the door? Parce que si vous dites can, c'est tu peux fermer la porte s'il te plaît? Versus pourrais-tu fermer la porte s'il te plaît? C'est exactement comme en français. Donc, vous voyez, je vous avais dit que c'est pas compliqué.
c'est beaucoup mieux d'utiliser could et évidemment, on finit toujours par notre please. Vous pouvez mettre le please à la fin de la phrase, vous pouvez le mettre juste après le sujet. Could you please do this? Could you help me carry the groceries, please? OK? To carry. Attendez, je vais faire de la place ici. To carry the groceries. C'est porter les courses. OK? Amener les courses. So, could you please help me? Could you help me carry the groceries, please? Vous voyez, on peut mettre le please à la fin. Mais could, c'est vraiment là pour la demande polie ou la possibilité, d'accord? La possibilité, mais sous une forme conditionnelle. C'est s'il se passait ça, ok? If I could do it, I could do it if I had more money, ok? I think I could do it. Je pense que je peux le faire, mais vous voyez, c'est pas réalisé. I think I can do it, c'est beaucoup plus sûr. OK? Donc, il faut bien saisir la différence. Donc, can et could. Capacité, possibilité pour la permission, la demande polie. Could I enter? Est-ce que je pourrais... could I get some food? Par exemple, je vous avais mis celle-ci ici. Pourrais-je avoir à manger? Donc, littéralement, pourrais-je avoir de la nourriture, mais pourrais-je avoir à manger? Donc, là aussi, demande polie et permission, chers amis. Si vous avez des questions, vous les mettez en dessous parce que je sais que le cours est très, très dense. C'est normal, c'est une grosse partie de l'anglais, d'accord? Ensuite, continuons dans la joie et la bonne humeur. Nous arrivons sur will, que parfois, à tort, on va qualifier d'auxiliaire. Ce n'est pas un auxiliaire qu'on va qualifier d'auxiliaire au sens strict du terme, mais c'est un modal, un auxiliaire de modalité, ok? Elle vous permet d'exprimer le futur. Sa forme négative est will not ou won't, ok? Que vous avez ici. Donc, il permet d'exprimer la prédiction, c'est-à-dire le futur. Et en fait, le futur, c'est quoi? C'est une prédiction. Je serai demain à Istanbul. C'est une prédiction, d'accord? Par essence, vous n'y êtes pas encore, donc ça ne peut être qu'une prédiction. Et c'est l'expression d'une volonté. Et ce n'est pas pour rien, en fait, que will, en anglais, c'est aussi la volonté, d'accord? Et on peut même l'utiliser pour un ordre. She will be there on time. Donc là, on est dans la prédiction. Elle sera là-bas à l'heure, ok? Ensuite, you will do it whether you want it or not. Alors, regardez ce whether. Il est très utile et il permet de signifier si, mais quand il y a deux cas, quand c'est blanc ou noir, que tu le veuilles ou non, que tu l'aies ou non, ok? Vous devez mettre whether et pas if. On ne dit pas you will do it if you want it or not. No, you will do it whether you want it or not. Quand c'est que tu le veuilles ou non, que tu l'aies ou non, quand c'est blanc ou noir, souvenez-vous, whether. Et c'est exactement, attendez, hop là, c'est exactement la même prononciation que la météo en anglais. Comment on dit le temps en anglais? Weather. C'est exactement, rigoureusement la même prononciation puisque ce n'est pas évidemment le temps en anglais, ce n'est pas time pour parler de la météo. Donc, you will do it or you will get it whether you want it or not. Donc, vous voyez, on a vraiment, franchement, on est dans l'ordre. On n'est plus dans la volonté, on est vraiment dans l'ordre. Et c'est aussi ce à quoi sert will. C'est pas que pour le futur. The car won't start. La voiture ne veut pas démarrer. C'est presque comme si elle était animée. Vous voyez, c'est une forme particulière. Et vous pouvez la retenir simplement pour la comprendre. Je la prendrai pas pour qu'elle soit active, c'est-à-dire que pour que vous puissiez l'utiliser pour vous exprimer, non simplement pour la comprendre. Mais c'est exactement la même chose qui se cache derrière cette notion de volonté. Ok, là c'est pas un ordre, mais c'est vraiment la volonté. Elle n'a pas l'intention, elle ne veut pas démarrer. Satanée voiture. Ok, donc je pense qu'on est bon pour will. Maintenant passons à would. Vous voyez, c'est que des parties essentielles de l'anglais.
Donc, la forme négative, c'est would not, wouldn't. Et bien évidemment, would, ça se prononce avec un ou court, d'accord? Would not, wouldn't, would et pas would. Et on ne prononce pas le L. Ok, guys, c'est super important et il permet d'exprimer le conditionnel. Donc, will, futur, would, conditionnel. Donc, à la fois pour une hypothèse, donc c'est notre conditionnel, mais ça va aussi servir pour une demande polie ou un souhait. I'd like. Donc, il va être, vous le verrez souvent en forme contractée sur apostrophe D. Par exemple, I'd like an ice cream. J'aimerais une glace. So, je vous ai mis une phrase là aussi un petit peu plus complexe que vous devriez retenir, noter dans votre cahier d'apprentissage. Il y a peu de choses que je vous demande d'apprendre par cœur en anglais, mais il y a certaines phrases, vous devriez les apprendre par cœur. Pourquoi? Parce que ça permet d'acquérir des automatismes. D'accord? I would buy a nice car if I had the money. J'achèterais une bonne voiture si j'avais l'argent. OK? Donc, comme je vous le disais, ça vous sert pour votre conditionnel, mais ça sert aussi, pour une demande polie. Par exemple, I would like to get a raise. J'aimerais avoir une augmentation. OK? A raise. À ne pas confondre avec to rise, qui signifie augmenter. OK? I would like, I'd like, tout simplement, comme ceci. I toujours en majuscule, d'accord? Que ça soit au début d'une phrase ou au milieu, quand ça signifie je. I'd like to get a raise. I would like to get a raise. I would like to improve my English. J'aimerais améliorer, mon anglais. Donc, would, c'est pour le conditionnel et pour un souhait, une demande polie, ok? Bon, par exemple, on peut le dire « Would you please give me this or that ?» Est-ce que tu pourrais me donner ça ou ceci ou cela, d'accord? « Would you please give me a hand ?» Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? Donc là aussi, vous avez votre demande polie. « Would you please ?» Parce que quand j'ai préparé le cours, quand j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de contenu, j'ai essayé d'être le plus synthétique possible. Donc, c'est pour ça que je vous rajoute sur le tas des exemples. Would you please give me a hand? OK. Would you please give me a hand? Would you please give me a hand? Si l'intonation, elle baisse sur la fin, c'est quasiment un ordre. Would you please give me a hand? Or would you please give me a hand? Là, on est sur la question. L'intonation, elle remonte. OK? Would you please give me a hand? Would you please give me a hand? Là, l'intonation, elle redescend. C'est plus un ordre. Et oui, l'anglais est subtil, mais en même temps, c'est hyper efficace parce qu'avec une intonation, avec le bon modal, vous formulez la phrase et l'idée que vous avez en tête facilement. Donc, c'est pour ça, c'est des blocs à maîtriser. Des blocs de base de votre anglais. Ensuite, celui-ci, vous le connaissez un petit peu moins, où il peut être source de confusion. Il s'agit de may, et ce n'est pas may qui fait à la forme négative, may not, ok? May, que vous allez utiliser, attendez, pour la permission, à la fois pour la permission, mais aussi pour une probabilité. D'accord? May. Voilà, je vous le mets en phonétique. OK? So, probabilité, mais aussi pour la permission et pour demander, pour faire une demande polie. Donc, vous voyez, il se recoupe entre le could, le would, le may. Vous pouvez utiliser les trois pour faire une demande polie, mais évitez can. C'est pas terrible. Je peux t'aider versus pourrais-je t'aider. OK? Donc, c'est beaucoup mieux pourrais-je, could. Et en anglais, vous avez aussi would. Quand vous demandez à quelqu'un, mais vous pouvez vous en tenir pour une demande polie à could. Et si vous voulez vraiment être bien, vous dites may. OK? So, for example, you may use this desk. Mais là, c'est pas une demande polie. Exactement. C'est la permission parce que c'est pas que la demande polie. Enfin, c'est une demande polie, c'est-à-dire vous demandez la permission. D'accord? Mais quand vous formulez à l'affirmative, c'est
vous dites à quelqu'un, ok, tu peux utiliser ça, mais c'est presque un ordre, mais ça reste vraiment poli. C'est pas du must comme on va le voir dans quelques minutes. D'accord? So, may I sit here? May I sit here? Est-ce que je peux m'asseoir ici? Puis-je m'asseoir ici? Donc là, vous êtes dans votre demande de permission. No, you may not sit here. Et là, on est dans l'interdiction. Donc tout de même, c'est vraiment fort, notamment quand on met sa forme négative. Et là, on est très proche du must not, mustn't. Mais lui qui est encore plus fort. Et on va le voir, comme je vous le disais, dans quelques minutes. It may snow tomorrow. Là, attention, je vous l'ai pas mis, mais c'est la probabilité. D'accord? Probabilité, mais qui est quand même assez forte que ça arrive. D'accord? On n'est pas sûr, mais probabilité assez forte. It may snow tomorrow. Il risque, vous voyez, il risque de pleuvoir, il risque de neiger demain. D'accord? Neiger et pas pleuvoir. Et vous connaissez peut-être la célèbre formule May the force be with you. Alors ça, en fait, c'est une formule vraiment soutenue qui sert à exprimer un souhait sous forme de subjonctif, mais c'est vraiment dans un registre soutenu que la force soit avec toi. D'accord? May the force be with you. OK? So, may pour la permission et pour la probabilité. Donc, pour la demande de la permission, c'est-à-dire aussi une demande polie. May I sit here? May I sit here? OK? Demande polie, chers amis. OK? Comme avec could, comme avec would. Et ensuite, on a might. Alors, qu'est-ce qui les différencie, ou plutôt, qu'est-ce qui ne les différencie pas? Bon, forme négative, c'est might not. En fait, les deux sont très proches, might et may. Ils sont souvent interchangeables. Mais quand vous dites might, par exemple, pour exprimer une probabilité, alors vous l'oubliez pour faire une demande polie, etc., parce que ça ne se dit plus du tout. Mais là, on est vraiment sur la probabilité pour might. Encore une fois, vous oubliez might pour les demandes polies. Vous dites might pour une demande polie, pour formuler une demande polie à un Américain, il va vous regarder bizarrement, même à un anglophone de manière générale, ok? Simplement pour la probabilité. Donc, c'est de la probabilité. Mais il se trouve que pour might, elle est beaucoup plus, enfin, elle n'est pas beaucoup plus incertaine, elle est plus incertaine, les chances sont plus faibles que ça survienne par rapport à may. Donc, regardez. It may snow tonight. Il se peut qu'il neige cette nuit ou ce soir. Donc, ça, c'est une probabilité relativement forte. Je suis désolé, là, je vois le petit truc qui passe devant. De toute façon, vous pouvez télécharger tout le PDF. Vous cliquez sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description pour ce faire. So, it may snow tonight. It might snow tonight. Il se peut qu'il neige ce soir, mais alors c'est vraiment pas sûr. Donc, en fait, may, voilà. Il est supérieur à might dans le sens où la probabilité elle est plus forte avec may. Mais faites bien attention. Parfois, vous n'avez pas forcément de différence entre les deux. Donc là, on est dans la nuance. It may, it might, ça dépend aussi du contexte. Mais quand vous voulez vraiment exprimer quelque chose qui est incertain, c'est might. Et quand ça risque de se passer, vous êtes sûr, mais vous pouvez pas être certain à 100%. May. OK, guys? N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est juste en dessous. Donc, on a fait, regardez, can, could, will, would, may, might, et ensuite should et must. Alors, ils sont assez simples parce que quand même, on a des équivalents relativement clairs en anglais. Regardez, should, c'est devoir. So, you should do it, tu devrais le faire. Donc, c'est le conseil, la recommandation. Mais c'est aussi la prédiction et le regret. Donc, c'est la même chose ici, c'est comme would, c'est comme could, would, on ne prononce pas le L et ce sont des ou courts, should.
should, should not, shouldn't. Okay? Should, should not, shouldn't. So, for example, they should be done by 3 p.m. Donc là, on est dans la prédiction. Il devrait avoir fini d'ici 3 heures de l'après-midi. Vous avez vu la concision de l'anglais? By 3 p.m. D'ici 3 heures de l'après-midi. Pam! La préposition, elle est magique là. D'ici 3 heures de l'après-midi. They should be done by 3 p.m. Donc là, on est dans notre prédiction. Ensuite, she should not have made this mistake. Elle n'aurait pas dû faire cette erreur. You should do it. On est dans la recommandation, d'accord? Recommandation classique avec should. You should do it. Tu devrais le faire. You should buy it. You should have it. You should watch this fabulous YouTube channel. And you can subscribe to this wonderful channel by clicking on the red button which is down there. So, she should not have made this mistake. Elle n'aurait pas dû faire cette erreur. Vous voyez, on a une forme verbale en 3 parties. Should not have made. So, vous avez votre modal. Vous avez votre base verbale ici, le have. Et là, vous mettez, comme c'est un temps perfect, vous mettez votre participe passé. En fait, c'est un present perfect avec le modal qu'on a assemblé. Mais vous pouvez simplement le retenir par cœur. Ne vous complexifiez pas la vie si ce que je viens de dire juste avant vous semble un peu bizarre, ok? Vous pouvez l'oublier, apprenez juste la phrase. I should not have done this. Je n'aurais pas dû faire ça. Même chose. Quand c'est un regret, quand on évoque un regret au présent, on parle de quelque chose au passé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait should plus have plus le participe passé. Donc là, on est vraiment dans un bon niveau intermédiaire en anglais. OK, guys? Encore une fois, le but du jeu, c'est de ne pas tout absorber aujourd'hui. Évidemment, ça me semble franchement impossible. Enfin, ça dépend de votre niveau d'anglais, bien évidemment. Mais le but, c'est de comprendre. Retenir quelques phrases, des éléments, là déjà, ça se met en place dans votre tête. Et après, vous revoyez tranquillement. Faites déjà le quiz d'application et revoyez tranquillement. Et en plus, je sais que la vidéo est longue, donc vous pouvez tout simplement, vous pouvez aussi regarder en plusieurs fois. So, must, not, mustn't. Et c'est must à la forme affirmative. Alors, qu'est-ce que c'est que celui-ci? Celui-ci, il est très très fort comme auxiliaire de modalité. Il s'agit d'une obligation, d'un ordre, d'une interdiction. OK? Ou encore une quasi-certitude. Donc, il fait beaucoup de choses. So, you must do it. Tu dois le faire. C'est votre obligation, c'est votre ordre. L'interdiction, you must not step on the grass. Vous n'avez pas le droit, littéralement, de marcher sur la pelouse, sur l'herbe. En fait, comment on va le traduire en français? Par une forme passive, en fait assez neutre. Il est interdit de. Mais le il, c'est qui? C'est pour ça que je vous dis c'est neutre. En fait, c'est personne. On a l'interdiction de marcher sur la pelouse, sur l'herbe. You must not walk, step on the grass, okay? You must finish your homework by 5 p.m., before 5 p.m. Vous devez finir votre travail, your work, avant 5 heures. Donc là, c'est l'obligation, c'est l'ordre. Là, c'est l'interdiction. Les deux sont très proches. So, must, c'est l'obligation. Must not, l'interdiction. OK? Mais faites bien attention à bien faire la différence entre, parce que vous allez me dire, Adrien, mais il y a aussi un autre modal, c'est have to. Alors attention, celui-ci avec need to, et on va le voir tout de suite, ce ne sont pas des modaux stricto sensu, ce sont des semi-modaux, c'est-à-dire ils sont entre le verbe et le modal. Donc ils ont une certaine force, mais ils ne sont pas aussi forts que le modo. Donc si vous voulez, c'est de la deuxième division. OK? Bon, on va pas se gêner pour les employer, mais il faut bien comprendre parce que have to, c'est obligé. Ça, il recoupe de manière assez significative l'emploi de must. Donc, regardez la différence entre you don't have to step on the grass. To have to, c'est être obligé de I have to go. Je dois y aller. OK? On va le revoir après.
Je voulais pas tout vous expliquer, mais finalement, j'ai pas pu m'en empêcher. I have to go. Je dois y aller. I have to go. Et regardez, you don't have to step on the grass. Ça veut dire littéralement, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas à marcher sur l'herbe. Mais si je vous dis you must not step on the grass, là par contre, ça n'a rien à voir comme sens. C'est il est interdit de marcher de. OK? Là, c'est vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose. You don't have to. Et you must not. Qu'est-ce qui se passe? C'est il est interdit de. D'ailleurs, vous voyez, pour faire une forme négative avec un semi-modal, je suis obligé d'employer un auxiliaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez fort. C'est de la seconde division, donc il lui faut quelque chose en plus pour faire la forme négative. Et ici, ça va être donc notre auxiliaire classique, don't. OK? Est-ce que c'est bon, chers amis? Yes. OK, parfait. So, c'est aussi pour la quasi-certitude, c'est-à-dire, mais franchement, c'est sûr et certain. This must be it. Ça doit être ça. This must be the case. OK? Ça doit sûrement être le cas. Ça doit sûrement être le cas. That must be ou this must be the case. The case. C'est à la fois l'affaire, d'accord? Une affaire policière, mais c'est aussi le cas. Et c'est pas case, c'est case. Donc continuons, on en a déjà vu là du coup une bonne partie avec need to et have to. I don't need to tell you, je n'ai pas besoin de vous dire que I don't have to go, je n'ai pas besoin d'y aller, d'accord? À chaque fois, il faut que vous mettiez votre auxiliaire pour faire la négation. Donc ce ne sont pas des modaux, ce sont des semi-modaux. Donc je vais les traiter dans une prochaine vidéo, ok? Donc need to c'est la nécessité, have to c'est l'obligation, mais l'obligation qui vous est imposée, alors que must, ça vient de vous, ok? I must improve my English. Là, c'est vraiment, j'ai une volonté extrêmement forte qui vient de moi d'améliorer mon anglais. So, nécessité, I need to, ok? Need to et l'obligation externe, have to, ok? I need to go, je dois y aller, I have to go. Et vous voyez, les deux, en fait, souvent se recoupent parce que c'est la même chose. I need to go, I have to go. La conséquence est la même, en fait. C'est quoi l'idée? C'est que je dois y aller. Et ensuite, parlons de shall. Shall. Bon, celui-ci, franchement, il est désuet en American English. Il est de plus en plus rare en British English. OK? Forme négative, c'est shall not, shan't. Mais alors ça, c'est désuet. Et il recoupe un certain nombre de modaux qu'on a vus juste avant, notamment must, OK? Notamment tous les modaux pour les demandes poly, could, may, etc. Vous connaissez peut-être cette formule biblique thou shalt not kill. Alors, pourquoi c'est pas shall comme ceci, mais shalt? Oh my goodness. Donnez-moi juste 2 secondes. Voilà. Pourquoi, du coup, en fait, on a un T? Parce qu'en fait, c'est une forme de l'ancien anglais. Et en ancien anglais, you, c'était thou. So, thou shalt not kill. Tu ne tueras point. Bon, ça, c'est une formule à éventuellement apprendre par cœur, mais qui indique, vous voyez, on a bien le côté, parce que ça, c'est vraiment une formule figée, ancienne, où on a shall et pas un autre modal. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que shall et aujourd'hui ne s'emploie plus ou très peu. Shall I come in? Puis-je entrer? Could I come in? Oh, mieux, beaucoup mieux. May I come in? May I come in? OK? Donc, celui-ci, je vous le mets parce que je sais que certains d'entre vous l'avez appris à l'école. Est-ce que vous avez appris l'anglais britannique des années 50, typique de Oxford, Cambridge? OK? Aujourd'hui, honnêtement, encore une fois, je sais que j'insiste lourdement, mais il ne s'emploie plus, il ne se fait plus. Donc, je serai vous, je le laisserai de côté. C'est bien de le comprendre, mais c'est tout. It shall be done. It shall be done. Ça sera fait, il faut que ça soit fait. Attention, ça dépend aussi de votre génération et ça dépend aussi du contexte. Dans un contexte où
vous avez par exemple un registre très soutenu, je serais vraiment pas étonné que vous tombiez sur shall, ok? Mais si vous dites it has to be done or it must be done, it has to be done. Il faut que ça soit fait, ok? Mais it must be done, là, faut vraiment, ça vient de nous, il faut que ça soit fait, ok? It shall be done, il faut que ça soit fait. Donc là, on est sur une volonté forte. Et vous voyez, vous pouvez toujours remplacer shall par un autre, j'allais dire modem, mais modal. Shall I come in? May I come in? It shall be done. It must be done. Parce que là, on est vraiment sur de l'obligation forte. Si on est sur de l'obligation, mais qui vient de l'extérieur, on sent qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. It has to be done. Il faut que ça soit fait, mais quand vous dites, ça vient, vous employez have to, là, pour le coup, il y a une toute petite nuance qui permet de penser que vous savez pas exactement comment vous y prendre et que vous n'êtes pas si sûr de ça. Alors que si vous dites must, c'est vraiment fort. OK, guys? Est-ce que c'est tout bon? Yes. Perfect. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous, chers amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qui est une vidéo pilier, vraiment, qui est extrêmement importante. Faites le quiz d'application pour voir si vous avez bien tout retenu. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour ce faire, ou sur le lien si vous êtes sur mobile qui est dans la description. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!